Plusieurs auteurs ont été étonnés du caractère mystique de ces études sur la sexualité, et ils se sont demandé comment M. Freud avait pu être amené à cette conviction et pourquoi il voyait sans cesse et partout des troubles sexuels. Et plusieurs d'entre eux ont essayé d'expliquer cette singulière illusion. M. Aschaffenburg suppose que M. Freud interroge ces malades sur leur vie sexuelle d'une manière particulièrement impressionnante, qu'il les suggestionne en quelque manière, et leur fait répondre tout ce qu'il veut, qu'il prend au sérieux le moindre mot si banal qu'il soit, pourvu qu'il ait rapport au sexe, qu'il arrête au passage, le cloue et le fait entrer dans une constellation mentale qu'il fabrique. M. Friedlander et M. Ladame proposent une explication plus curieuse. C'est qu'il y a à Vienne une atmosphère sexuelle spéciale, une sorte de génie, de démon local qui règne épidémiquement sur la population et que dans ce milieu, un observateur est amené fatalement à accorder une importance exceptionnelle aux questions relatives à la sexualité. Ces remarques contiennent probablement toutes les deux de la vérité. Je crois cependant que pour comprendre cette doctrine, il est bon d'y ajouter encore une autre réflexion. Cette importance accordée aux événements sexuels résulte logiquement, si je ne me trompe, du caractère des premières études de M. Freud. Comme nous l'avons vu, cet auteur a essayé de transformer d'une manière originale les conceptions de l'analyse psychologique sur les souvenirs traumatiques et sur la subconscience en les généralisant démesurément. Quand on est décidé à retrouver chez tous les névropathes un souvenir d'une aventure émotionnante, capable de bouleverser la conscience, quand on admet, a priori, que ce souvenir sera toujours plus ou moins refoulé, dissimulé sous des symboles et des métaphores, et qu'il ne sera exposé par le malade qu'avec des réticences et des efforts, on arrive à peu près forcément à la découverte de secrets d'alcôve dans notre civilisation. Les événements qui ont le plus souvent déterminé des émotions petites ou grandes, les faits dont les hommes et les femmes n'aiment pas d'ordinaire à parler librement, qu'ils expriment par des allusions avec des mots latins qui bravent l'honnêteté, ce sont toujours les aventures de la vie sexuelle. La manière dont M. Freud avait compris le souvenir traumatique et les idées fixes subconscientes l'a conduit à donner cette grande importance à des aventures sexuelles racontées à demi-mot. Il ne faut pas être surpris s'il a apporté dans cette étude sa méthode d'interprétation ingénieuse et de généralisation hardie. Aussi, croyons-nous qu'il faut résumer cette nouvelle étude de la même manière que les précédentes. L'analyse psychologique avait constaté à titre d'observation et d'hypothèse le rôle considérable de la sexualité dans les névroses. La psychoanalyse a transformé cette notion et en a fait, si je puis emprunter un mot de M. Bleuler et de M. Ladame, le dogme de la pansexualité. Conclusion. La philosophie et la psychologie en médecine. Les études de la psychoanalyse sur la sexualité ont-elles été exactement résumées dans l'analyse précédente? C'est ce que beaucoup de disciples de cette école pourront contester en me reprochant d'avoir donné au mot sexualité un sens trop littéral et trop brutal. Un article de M. Freud me paraît résumer par avance les critiques auxquelles je me suis exposé. Il y a quelques années, une femme séparée de son mari avait éprouvé de la dépression et de l'angoisse et avait demandé conseil à un jeune médecin, disciple de M. Freud. Ce jeune médecin, en bon élève qu'il était, répondit à cette personne que tous ces troubles provenaient d'une insuffisance des satisfactions sexuelles et rédigea une ordonnance très simple: reprendre immédiatement son mari ou prendre un amant. Je dois avouer, à ma grande honte, que ce jeune confrère ne me paraît pas avoir été si mal avisé et qu'il me semble avoir appliqué très correctement la doctrine qu'on lui enseignait. Malheureusement, la malade prétendit ne pouvoir appliquer l'ordonnance et se plaignit d'avoir été troublée par ce conseil. M. Freud accueillit ses doléances et dans un article vigoureux vitupéra son élève trop docile et compromettant. Cet élève, disait-il, avait rétréci le sens du mot vie sexuelle et ne l'appliquait qu'aux fonctions purement somatiques, tandis que la psychoanalyse prend le mot dans un sens beaucoup plus large et plus moral. Toutes les émotions tendres et affectueuses doivent être considérées comme faisant partie de la vie sexuelle, car elles ont leur source dans l'impulsion sexuelle primitive. Quand on parle de ces choses, il faut savoir sublimer le mot sexuel. Dorénavant, pour éviter la responsabilité de ces applications défectueuses de la psychoanalyse, le directeur de cette école va faire une organisation internationale, grâce à laquelle on refusera le titre de membre de l'école à tous ceux qui ne seront pas jugés capables d'en appliquer correctement les principes.
N'insistons pas sur l'étrangeté de cette conclusion et sur ces pratiques d'excommunication majeure des hérétiques. Nous avons déjà vu quelque chose d'analogue dans la Christian Science dirigée par Mrs. Eddy. Remarquons seulement que bien des auteurs nous ont également averti qu'il fallait prendre le mot tendance sexuelle dans un sens bien plus général et plus poétique que nous ne l'avons fait. Monsieur Jung nous disait déjà que l'instinct sexuel constitue la base de tous nos amours et de tous nos vouloirs. La libido, disait-il, est la véritable force de vie. Monsieur J. Putnam nous disait aussi que pour comprendre ces doctrines, il faut prendre ce mot sexuel dans le sens le plus large possible et y faire entrer tous les sentiments affectueux et nobles, car toute la civilisation consiste uniquement dans la transformation et la sublimation de cet instinct. Monsieur A. Meder nous conseille de prendre le mot sexuel dans le sens où le prennent les poètes quand ils disent que la faim et l'amour mènent le monde. Enfin, Monsieur E. Jones est beaucoup plus net encore. Il nous explique que le sens dans lequel Monsieur Freud a pris le mot instinct sexuel est le même que celui du mot volonté de puissance dans les œuvres de Schopenhauer, ou du mot élan vital dans la philosophie de Monsieur Bergson. Voilà qui est clair. Tous les mots employés par les psychoanalystes, comme instinct sexuel, désirs génitaux, appétit du coït, libido, etc., désigne tout simplement l'élan vital des métaphysiciens. Plusieurs auteurs ont déjà protesté contre cette extension indéfinie du mot tendance sexuelle. Monsieur Otto Hinrichsen fait observer que Monsieur Freud devient véritablement un mystique quand il parle de la libido, et que grâce à la sublimation, il étend tellement la signification de ce mot qu'il en arrive à pouvoir l'appliquer partout. Monsieur Ladame proteste également contre ces abus de langage en rappelant le mot spirituel d'André Beauquier. Il faut respecter les mots, les toucher avec soin. Il faut avoir peur de les contrarier, de les pervertir, en les coupant de leurs racines. Les mots ne dépendent pas de nous. Je partage tout à fait l'opinion de ces critiques, et j'ai déjà lutté depuis longtemps contre des abus de langage analogues. À l'époque où sévissait en France l'épidémie de la suggestion avec laquelle le mouvement psychoanalytique a tant d'analogies, les enthousiastes répétaient déjà que tous les phénomènes psychologiques ou physiologiques étaient des suggestions. Les maladies étaient toutes des suggestions. Les guérisons étaient des suggestions, les enseignements étaient des suggestions, les religions étaient des suggestions, etc., etc. Comme ces auteurs se dispensaient d'ailleurs de définir la suggestion et en faisaient un phénomène quelconque, pénétrant dans l'esprit ou dans le cerveau d'une manière quelconque, ils avaient beau jeu à déclarer triomphalement que tout était suggestion. J'ai essayé de protester contre cette manière d'embrouiller les choses aussi néfaste pour la philosophie que pour la médecine. Aujourd'hui, quand on veut recommencer le même jeu, avec un mot qui s'y prête moins encore, le mot désir génital, je dois répéter les mêmes protestations. Ces exercices oratoires sont en réalité très faciles, avec un peu d'interprétation, de déplacement, de dramatisation, d'élaboration, et avec très peu d'esprit critique. On peut généraliser de cette manière n'importe quoi et faire rentrer tout dans tout. Les névroses étaient hier toutes des suggestions, aujourd'hui elles sont toutes des troubles sexuels, demain elles seront toutes des troubles du sens moral ou du sens artistique. Et pourquoi s'arrêter aux névroses? Il n'y a pas longtemps, on rattachait le tabès à des excès sexuels et les malades eux-mêmes finissaient par le croire aussi bien que les médecins. Je me fais fort de démontrer de la même manière que la tuberculose et le cancer sont des conséquences indirectes et inattendues de la masturbation des petits-enfants. Je ne crois pas qu'il y ait rien de bien intéressant dans tous ces jeux de mots. Ces exercices oratoires ne sont pas seulement insignifiants et inutiles, ils sont encore très dangereux. On pourrait les excuser s'ils portaient sur des mots forgés pour cet usage et sans signification précédente, comme cela arrive dans le langage des métaphysiciens. Mais le mot suggestion et le mot désir sexuel ont déjà dans le langage un sens précis. Si on se met à les sublimer, on donne deux sens au même mot, ce qui certes ne contribuera pas à la clarté des discussions. Tout en prenant le mot dans le sens sublimé, on conservera les images et les significations qui lui sont associées dans le sens matériel. C'est ainsi que les psychoanalystes, tout en sublimant admirablement le mot amour, nous parleront perpétuellement du complexe Oedipe, des masturbations de Narcisse, des petits-enfants qui regardent un chien pendant qu'il couvre une chienne et de la gare de chemin de fer qui représente le va-et-vient du coït.
Une telle confusion ne sera favorable ni à l'étude de l'élan vital, ni à l'étude des phénomènes sexuels dans l'humanité. Cette prétendue sublimation aura pour résultat la confusion des tendances les plus élevées de l'esprit humain avec les instincts qui sont communs à tous les animaux. Quand même il serait établi historiquement qu'une tendance supérieure dérive d'une inférieure, elle n'en est pas moins aujourd'hui supérieure et n'en a pas moins des caractères qui lui sont propres, et il n'y a aucune raison pour la confondre avec le phénomène qui lui a servi de point de départ. Cette confusion, qui serait déplorable dans toutes les sciences, est encore plus déplorable, s'il est possible, dans les études médicales. Nous pouvons nous en rendre compte en examinant un problème qui intéresse particulièrement des médecins, le problème du traitement des névroses. La psychoanalyse, en effet, a été appliquée au traitement des maladies nerveuses et un grand nombre d'auteurs nous ont rapporté les succès qu'elle a obtenus. Personne ne songe à mettre en doute ces guérisons qui sont heureusement fréquentes dans les pratiques de la psychothérapie, quelles que soient les méthodes employées et les croyances de l'opérateur. Le temple d'Esculape a guéri des milliers de malades. Lourdes a guéri des milliers de malades. Le magnétisme a guéri des milliers de malades. La Christian Science a guéri des milliers de malades. La suggestion hypnotique a guéri des milliers de malades. Et la psychoanalyse a guéri des milliers de malades. Ce sont là des choses incontestables. Mais si j'ose dire ma pensée, ce point-là, qui intéresse sans doute les malades guéris, n'a pas grand intérêt pour les médecins. Ce qui est intéressant pour nous, ce sont les malades qui ne sont pas guéris, qui réclament actuellement notre secours, et la question importante est de savoir si nous pouvons leur appliquer le traitement qui a si bien réussi pour les malades précédents, et si nous avons quelque chance d'obtenir le même succès. Il ne suffit pas de nous dire qu'un malade a été guéri après avoir été plongé dans une piscine ou après avoir raconté en détail ses premières masturbations. Il faut encore nous faire comprendre le déterminisme qui relie ces phénomènes et nous prouver que c'est le bain ou le récit qui ont déterminé la guérison. Or, cela ne me semble pas facile à établir. Sans parler de la difficulté de constater des guérisons de ce genre, il est bien difficile d'éliminer les autres influences qui ont pu modifier la maladie. La plupart des névropathes sont des individus intoxiqués, fatigués, suggestibles, et souvent le traitement a été accompagné d'un changement de régime, d'un repos physique et moral, et de suggestions puissantes. Ces malades sont surtout des déprimés qui sont remontés par toutes les causes d'excitation. Ils sont heureux que l'on s'occupe d'eux, qu'on leur applique une méthode nouvelle de traitement, une méthode contestée, bizarre et un peu surprenante par son mépris apparent de la pudeur banale. Ils sont fiers que leurs observations servent à établir une méthode médicale qui guérira tous les maux du genre humain. Ils éprouvent un légitime orgueil à la pensée qu'ils collaborent avec un grand homme à la rénovation de la médecine. Combien de malades autrefois ont trouvé la guérison dans les passes du magnétisme animal, parce que les longues séances, les recherches de pratiques étranges et merveilleusement bienfaisantes, les aspirations vers la lucidité donnaient une occupation à leur vie, un aliment à leur imagination et à leur vanité. Si par hasard de telles influences ont joué un rôle à l'insu de l'observateur dans les guérisons qui nous sont rapportées, sommes-nous certains de pouvoir les obtenir de nouveau en appliquant seulement les règles données par ces observateurs, mais sans y joindre ces modifications de régime, ce repos, ces suggestions, ces excitations dont ils ont oublié de nous parler. C'est pourquoi il n'est pas très utile d'exposer devant des médecins les milliers de guérisons que l'on a obtenues. Et c'est pourquoi on doit surtout leur indiquer avec beaucoup de précision le mécanisme physiologique et psychologique de ces guérisons et les raisons que l'on a de supposer que telle ou telle pratique bien définie a été bienfaisante. L'un ne peut être guère expliqué en détail et pour cause. Il consiste à conseiller au malade un coït normal et régulier avec l'usage d'un préservatif idéal. Cette pratique parfaite de la sexualité restera le plus souvent, d'après ses auteurs, le seul et le véritable remède. L'autre procédé semble plus susceptible d'un enseignement méthodique. Il consiste, si je ne me trompe, à généraliser l'application d'un procédé d'examen que j'avais indiqué moi-même dans mes premières études. J'avais montré qu'il peut être bon, dans certains cas d'hystérie, de rechercher le souvenir traumatique en apparence oublié et enfoui dans la subconscience et d'amener le sujet à exprimer clairement ce souvenir.
Dans ma pensée, cette opération était un simple préambule qui permettait de mieux comprendre le sujet et de mieux diriger son traitement moral. Il fallait ensuite travailler à dissocier ce souvenir traumatique par la suggestion ou par tout autre moyen. Je dirais surtout, aujourd'hui, que ce souvenir traumatique mettait sans cesse devant les yeux du sujet une situation difficile à laquelle il n'avait pas pu s'adapter. Le rôle du médecin ne consiste pas seulement à découvrir quelle est cette situation qui arrête constamment le malade, mais il doit encore aider le sujet à s'adapter à cette situation, à la liquider en quelque sorte. Cette liquidation me semblait la partie la plus difficile de ces sortes de traitements à laquelle la recherche du souvenir subconscient servait seulement d'introduction.